Bienvenue dans cette édition du journal télévisé. Voici les principaux titres. Le 14e sommet de la francophonie appartient désormais à l'histoire. Paris gagné pour Joseph Kabila et tout le peuple congolais. Les invités venus de partout à travers le monde s'en vont avec une nouvelle idée de la République démocratique du Congo. L'un des doyens d'âge des présidents africains, Denis Sassou Nguesso, a mis son séjour kino à profit pour s'entretenir avec la classe politique congolaise. Outre Étienne Tshisekedi, il a conféré avec les autres cadres de l'opposition. Vous aurez tout ce balai diplomatique dans ce journal. Porté disparu dans des conditions à élucider, Eugène Diomi Ndongala, qui a réapparu il y a quelques jours, a repris l'exercice de la parole. Le président de la démocratie chrétienne, actuellement poursuivi par le parquet général de la République pour viol présumé sur mineur, a expliqué au cours d'un point de presse en sa résidence ce lundi les conditions de sa détention supposée. Enfin, après plus de 6 ans de disette, les Léopards se qualifient pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, prévue en Afrique du Sud au mois de janvier prochain. Les Fauves ont arraché leur ticket dans la douleur dimanche à Malabo, dans une rencontre qu'il faut vite oublier. Voilà pour le sommaire et bonsoir à tous. La République démocratique du Congo a rempli sa part de contrat. Le sommet de Kinshasa est un vrai succès. C'est du moins ce qu'ont laissé entendre les chefs d'État qui ont pris part aux travaux. En termes de résolution de ces assises, les participants condamnent les activités terroristes menées par les rebelles du M23 à l'est de la RDC, mais aussi l'occupation du nord du Mali par des forces négatives comme le Moujao, l'AQMI et en Sardine. Les détails avec Monil Febosson. Face à la presse, les 4 conférenciers dressent les bilans des activités du 14e sommet de la francophonie organisé à Kinshasa. Tous sont unanimes et reconnaissent que cette rencontre est un vrai succès. La même tribune était aussi l'occasion pour Joseph Kabila de répondre à son homologue français qui, avant sa venue à Kinshasa, l'accusait de ne pas respecter les droits de l'homme. Nous pratiquons la démocratie dans ce pays par conviction. Par conviction et pas par contrainte. C'est notre choix et on est déterminé et nous pensons qu'on est sur la bonne voie. Pour Yamina Benguigui, son pays n'a aucune prétention de faire des leçons de démocratie à d'autres nations du monde. Alors, il n'y a pas de leçons à donner et puis on parle toujours d'un endroit. Il y a simplement un curseur à faire bouger. Quand on peut le faire bouger un peu plus, c'est toujours mieux. Contrairement à ceux qui soutiennent que le français prend du recul par rapport à l'anglais, Abdou Diouf se veut plus que confiant. L'Organisation internationale de la francophonie a arrêté 2 stratégies susceptibles de permettre à cette belle langue de garder sa place à travers le monde. Nous devons avoir une politique intégrée. La francophonie, l'OIF mène des actions, l'Agence universitaire de la francophonie mène des actions, TV5, l'Association internationale des maires francophones, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, l'Université Senghor. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une plus grande synergie. Le chef d'État et de gouvernement ont choisi le Sénégal pour abriter le 15e sommet prévu en 2014. Le président sénégalais, qui s'est dit honoré par ses choix, affirme vouloir s'inspirer de l'exemple de la République démocratique du Congo pour réussir l'organisation du sommet de Dakar. Je m'adresserai au président Kabila pour essayer de capitaliser en tout cas toutes les bonnes actions et de pouvoir éviter les erreurs qui ont dû être faites par le Congo dans l'organisation. Mais puisque celui qui vient toujours après, il peut capitaliser sur l'expérience passée. La condamnation du Rwanda pour agression contre la RDC à travers son soutien au M23 et l'acte contre le terrorisme au Nord Mali sont quelques-unes des résolutions prises par le chef d'État et de gouvernement qui ont pris part au sommet de Kinshasa. La réussite au total de cet événement est saluée à sa juste valeur par tous les participants. Si pour les uns, c'est une lueur d'espoir pour la RDC, et les autres par contre exhortent par ailleurs les dirigeants congolais à mettre à profit toutes les résolutions issues du rendez-vous pour le retour de la paix dans l'est du pays. Le génie congolais a fait parler de lui durant ce sommet de Kinshasa au point de faire dire aux participants que la RDC est capable de tout. Oscar Bakandoa. Le premier enseignement, je voudrais que notre peuple puisse le tirer. C'est que notre peuple
puisse se rendre compte qu'il est capable de grandes choses et que vraiment qu'il n'y ait plus d'hésitation désormais lorsqu'il s'agit de notre propre pays. Nous avons donné la preuve que nous sommes un pays grand, avec beaucoup de potentialités, avec des gens intelligents, des gens décidés. Eh bien, je pense qu'il faut qu'il n'y ait plus d'hésitation. Parce que dans le passé, c'était ça l'habitude. Qu'il faut commencer par le commencement, féliciter le pays, le président de la République, féliciter le pays pour l'enthousiasme autour de l'accueil, pour la parfaite organisation et pour les discours de fracture. Et maintenant, vous allez voir les retombées de ce sommet qui a été décrié des fois maladroitement. Les retombées de ce sommet pour ce pays vont être vraiment des choses importantes. Présente en RDC, la chanteuse ivoirienne Aïcha Koné a saisi l'occasion de ce sommet pour inviter la classe politique congolaise à plus de responsabilités et surtout à œuvrer en faveur de la paix à l'est de la RDC. Et elle est interrogée par Anita Lombois et Job Mpeke. Ce que nous espérons que vraiment nos attentes aient quand même de très bonnes réponses. Et surtout, ce à quoi nous nous attendons, c'est la paix. Dans nos différents pays, vraiment, l'Afrique bouge parfois négativement. Si on peut trouver des solutions, je crois qu'on pourrait évoluer comme on le souhaite. La paix surtout. Pour sa part, le président congolais Denis Sassou Nguesso a mis à profit cette occasion pour accorder ses bons offices à la classe politique de la RDC. Il a rencontré quelques leaders de l'opposition, dont Étienne Tshisekedi, avec qui il s'est entretenu sur la situation politique en RDC. Je vous propose l'essentiel de cette rencontre avec Jemima Mogo et Pati Alouma. Considéré comme médiateur et sage, le président Denis Sassou Nguesso s'est résolu de recevoir quelques acteurs politiques congolais avant de rentrer chez lui à Brazzaville. En bon père de famille, le président du Congo-Brazza est à la base du pacte panafricain de défense commune. Il prône la paix et le dialogue social entre les peuples. À cette occasion, les politiques congolais de la République démocratique du Congo se sont recueillis auprès de lui afin de bénéficier de sa longue expérience. Satisfaits de ce tête-à-tête, quelques cadres de l'opposition n'ont pas manqué de saluer la clairvoyance du président Sassou. Il est important que le président Denis Sassou Nguesso s'implique dans la démarche de la recherche de la paix dans notre pays. D'abord, à un jet de pierre de Kinshasa, je lui dis que c'est sa seconde patrie. Et donc, il n'est pas important et nécessaire qu'on attende que le feu prenne la maison de Kinshasa pour qu'on se réveille à Brazzaville. Nous avons survolé avec lui la situation générale du pays. Et en toile de fond, la question relative au processus électoral. Et là-dessus, nous avons indiqué quelles étaient nos préoccupations par rapport au débat et au projet de loi sur l'organisation et le fonctionnement de la CENI, Commission nationale électorale indépendante, mais aussi sur la perspective d'une loi électorale améliorée qui permettait d'avoir des élections libres, transparentes et crédibles dans les jours à venir. Étienne Tshisekedi, président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, s'est également entretenu avec Denis Sassou Nguesso. Les deux hommes ont longuement échangé sur la situation politique en RDC. Pour mettre l'Afrique à l'abri des guerres étatiques et intra-étatiques, Denis Sassou Nguesso préconise des échanges réguliers des valeurs culturelles entre les deux capitales les plus rapprochées du monde, préserver la paix et maintenir le dialogue social. Et puisqu'on parle de l'opposition, on va aussi parler d'un membre de l'opposition. Il s'agit d'Eugène Diomindongala, qui a fait sa première sortie médiatique depuis sa réapparition. Après 100 jours de disparition, l'opposant congolais affirme avoir été séquestré et gardé au secret pendant tout ce temps par les services de sécurité. Il déclare avoir été accusé de vouloir déstabiliser les institutions en place. Le président de la démocratie chrétienne a présenté aux journalistes les marques de violence corporelle qu'il a subies. Rejetant les accusations de viol sur mineurs portées contre lui, Eugène Diomindongala annonce qu'il a déposé plainte contre les services de sécurité. Adam Chemissi et Pati Alouma. Nous attendons. Eugène Diomindongala, l'opposant congolais, est apparu affaibli, son bras droit enflé. Il présente aux journalistes quelques marques de violence corporelle. Détenu selon lui au secret
par, dit-il, les services de sécurité. Depuis le 26 juin dernier, Eugène Diomi Ndongala raconte qu'il était gardé dans différents endroits, les yeux bandés. J'ai subi, raconte-t-il, pendant ces 100 jours de détention, plusieurs interrogatoires musclés. On me demandait d'avouer que j'envisageais de déstabiliser les institutions du pays. Le lendemain, la nuit, ils sont encore venus me chercher de là, toujours avec les yeux bandés. Ils m'ont fait faire deux tours. Et cette fois-ci, on était dans une autre concession, mais apparemment, c'était dans un quartier habité. Parce que j'entendais des bruits. Ils ont commencé l'interrogatoire. La première question, dites-nous, où sont les armes avec lesquelles vous comptez récupérer les pouvoirs avec Tshisekedi? Je leur ai dit, nous n'avons pas d'armes, nous faisons la politique, nous n'avons pas ni une armée. Eugène Diomi Ndongala annonce qu'il a déposé une plainte contre les services de sécurité de la RDC. Accusé en outre de viol sur 2 mineurs, le député de l'opposition parle d'un montage grossier, d'un complot politique. Entre-temps, la justice congolaise a introduit une demande au Parlement pour obtenir la levée des immunités du député Eugène Diomi Ndongala afin d'ouvrir la voie aux poursuites judiciaires. Retrouvé la veille de l'ouverture du 14e sommet de la francophonie à Kinshasa, Eugène Diomi Ndongala a commis des actes illégaux, des viols, et il doit être jugé pour cela, déclarait Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement congolais. Une fois de plus, c'est la justice de la RD Congo qui devra trancher. Le ministre français des Affaires étrangères et l'ONG World Vision ainsi qu'Alima se sont engagés samedi dernier autour de 2 conventions de financement des projets humanitaires en RDC. Laurent Fabius a annoncé à cette occasion que son pays devrait débourser une somme de 2 millions d'euros pour répondre à la crise qui secoue l'Est de la RDC. La France voudrait également lutter contre le choléra dans les zones de santé de Bikoro et Bomongo. Et la cérémonie de signature a eu lieu en la résidence de l'ambassadeur de France à Kinshasa, Rosine Martin Bouyamba et Fiston Bouini. Bonjour, ça va bien? Bonjour, bonjour à tous. Le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, saisit l'opportunité de la tenue à Kinshasa du sommet de l'EIF pour apporter le soutien de son gouvernement à la République démocratique du Congo. Un soutien qui va permettre de répondre aux besoins humanitaires de près de 9000 ménages déplacés, rapatriés et autres, d'une part, et cela avec le concours de l'ONG World Vision RDC. D'autre part, Laurent Fabius appose sa signature sur cet autre contrat avec The Alliance for International Medical Action pour lutter contre le choléra dans les zones de santé de Bikoro et de Bomongo. 402 malades et plus de 100 000 personnes vivant en milieu insalubre à risque sont bénéficiaires de ce projet. Ce soutien de la France à la RD Congo est rendu possible grâce à une enveloppe de 2 millions d'euros en vue de pallier à la crise qui secoue ces zones d'assistance. Rebelle, ce film, œuvre d'un réalisateur canadien, a été présenté le week-end dernier au public à l'ouverture du 14e sommet de la francophonie. Ce long métrage tourné à Kinshasa par des acteurs congolais relate la vie des enfants enrôlés dans les groupes armés pour combattre le pouvoir en place. La projection a eu lieu à la halle de la Gombe. Rosawazi et Job Péké. Rebelle, c'est un film qui relate l'histoire des enfants associés aux groupes armés pour combattre les forces loyalistes. Kamono, l'actrice principale, est obligée par les rebelles qui ont pris possession de leur village de tuer ses parents. Elle n'a en ce moment que 12 ans lorsqu'elle est enlevée avec les autres enfants de son village. Pendant 2 ans, la jeune fille restera dans ces groupes armés où elle est utilisée non seulement comme soldat, mais aussi comme instrument pour satisfaire les besoins sexuels de leurs supérieurs hiérarchiques. Heureusement pour elle, elle finit par tomber amoureuse de l'un des enfants soldats qui l'amène avec lui et quitte l'armée. Enfin, elle tombe enceinte et enfante un enfant dans des conditions difficiles. Ce film est tourné ici en RDC mais en exergue les acteurs congolais dont la principale est une fille de la rue.
Jean-Carole, ambassadeur du Canada en RDC, se félicite de cette réalisation pour confirmer la collaboration entre son pays et la RDC. Le réalisateur Kim Nguyen a présenté aux spectateurs tous les acteurs présents pour cette première projection publique en RDC. Les femmes de Mosango, secteur du territoire de Massimanimba, dans la province du Bandundu, ont désormais une maison d'attente. Cette maternité, construite par le Fonds des Nations Unies pour la population en partenariat avec l'UNOPS, a pour objectif de réduire le taux de mortalité maternelle et infantile. Et par cette réalisation, ces deux organisations réaffirment ainsi leur volonté de soutenir les efforts du gouvernement dans cette mission. L'ouverture de cette maternité a eu lieu le week-end dernier. Anita Lombois et Mariam Boya. C'est un ouf de soulagement pour les femmes de Mosongo dans la province du Bandundu. Une maison d'attente d'une capacité de 89 lits leur a été construite par le Fonds des Nations Unies pour la population afin de prévenir les grossesses à haut risque et réduire le taux de mortalité maternelle. C'est le Fonds des Nations Unies pour la population, par l'entremise de l'UNOPS, une autre agence d'exécution des projets, a réalisé cet ouvrage. Dafi Keita, représentant adjoint de l'UNFPA Mosongo, revient sur l'importance de cette acquisition. Avec la réalisation de ce bâtiment, je voudrais aussi intéressé de voir un peu de changement de statistiques. Après probablement 3 mois, 6 mois, quand je reviens la prochaine fois, je voudrais écouter aussi le changement qui a été fait à cause de cette réalisation. Donc, à ce propos, je voudrais encourager au gouvernement aussi de Bandundu de continuer à améliorer la situation de santé. Pour Luichi Munukongo, médecin chef de zone Mosango, territoire situé à 10 heures de route de Kinshasa, abrite un hôpital général de référence, mais qui manque un moyen de transport pour les patients en cas de besoin. Vous savez que beaucoup de nos mamans, beaucoup de nos femmes connaissent des cas de décès maternels, mais aussi les enfants qui subissent les conséquences de suite parfois des grandes distances, de suite parfois des références tardives, de suite parfois des arrivées tardives. Le centre le plus éloigné de notre centre de santé se trouve à 160 km. Par ailleurs, 30 accouchements sont enregistrés chaque mois dans cette maternité. L'UNFPA promet de veiller au grain pour aider le gouvernement congolais à contribuer à l'amélioration de la qualité de soins de santé dans la province du Bandundu. Retour sur les à côté du 14e sommet de la francophonie. En marge de cette réunion de haut niveau qui a également traité la question relative à l'environnement, des experts dans ce domaine se sont réunis samedi dernier au Roméo Golf autour du thème environnement et économie verte. Cette table ronde organisée par le ministère de l'Environnement est une réponse à l'appel de l'OIF sur la bonne gestion des ressources naturelles pour le bien-être de la population mondiale. Philine Kitumbu et Dieu merci Suka. Le thème choisi par l'OIF pour le 14e sommet de la francophonie, à savoir enjeux environnementaux et économiques face à la gouvernance mondiale, tombe à point nommé selon le ministère de l'Environnement. Cette table ronde sur l'environnement et l'économie verte aura permis aux experts tant nationaux qu'internationaux d'exposer sur les différents projets en cours en République démocratique du Congo, dont la plupart visent à atténuer les changements climatiques, réduire les gaz à effet de serre et améliorer le bien-être des populations à partir de l'économie verte. Après Rio, un nouveau concept est apparu, celui de l'économie verte. Qu'est-ce qui est en train d'être fait sur le terrain? Vous avez vu l'exemple de la gestion de déchets dans la ville de Kinshasa, dont l'initiative sera lancée officiellement par la ville de Kinshasa la semaine prochaine. Donc c'est ce que nous sommes en train de vouloir porter à la communauté nationale, c'est-à-dire avoir une maîtrise et une bonne compréhension de la notion de l'économie verte. Avec toutes ses potentialités en biodiversité, la République démocratique du Congo doit bien les gérer pour l'atténuation du changement climatique sur le plan national et mondial. Elle doit élaborer des stratégies sur la gestion des aires protégées. La République démocratique du Congo a des défis à relever, entre autres la guerre de l'Est, qui contribue à la destruction de la biodiversité et qui constitue un frein à l'économie verte. Et pendant ce temps, certaines organisations non gouvernementales ont elles aussi choisi ce moment pour faire parler d'elles. C'est le cas de l'ONG VVF.
Cette dernière, s'inspirant du thème du sommet, a érigé un stand au Jardin botanique de Kinshasa pour sensibiliser le public sur la gestion durable de la flore et de la faune en RDC. Retour sur les activités avec Doudou Ndombe et Fiston Bouini. Le public suit attentivement le message véhiculé par ce sketch, basé essentiellement sur le commerce illicite des espèces animales. VVF, cette structure qui travaille pour la conservation de la nature, a aussi organisé un concours pour la circonstance en vue de jauger les connaissances des Congolais en matière environnementale. Les organisateurs ont réussi le coup avec cette stratégie. Le VVF est en train de lancer une campagne contre le braconnage et particulièrement contre le trafic de bois, qui est une pratique illégale. Et c'est sur ça qu'on est en train de mettre de l'emphase en particulier. VVF, qui est présent dans toutes les provinces du pays, n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Son objectif est d'emmener la population à saisir le message en vue d'adopter une attitude responsable face aux ressources naturelles. J'apprends éduc EPSP.cd, ce nouveau site interactif entre les élèves et leurs enseignants. Ce projet devrait contribuer, selon les responsables du ministère de l'EPSP, à améliorer la qualité de l'enseignement, mais aussi à renforcer l'échange des compétences dans le secteur de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. La cérémonie du lancement officiel de ce site a eu lieu au salon de Bumbashi du Grand Hôtel, en présence de l'administrateur de l'OIF Clément Duhem, Rosawazi et Job Péké. J'apprends éduc EPSP.cd, un site qui assure désormais la formation des élèves et des enseignants. Il permet aussi l'auto-évaluation des élèves et des enseignants afin d'orienter les écoliers à l'utilisation des façons bénéfiques de l'Internet. Cette énième réalisation du ministère de l'EPSP vient matérialiser la volonté du gouvernement d'améliorer la qualité de l'enseignement en RDC. L'administrateur de l'OIF ne manque pas de féliciter le gouvernement congolais pour cet instrument qui valorise l'apprentissage de l'élève congolais. Voilà un outil, grâce aux nouvelles technologies, qui va leur être utile. Ce sont des ressources éducatives libres, parce que l'organisation de la francophonie, à la demande de ses membres, s'est engagée dans ce combat aussi des ressources éducatives libres. Que ce ne soit pas le privé qui vende ces logiciels, qui vende ces... Et là, le pays s'est engagé, vous êtes le premier. Et demain matin, le Sénégal, vous serez les deux premiers pays dans ce continent à être à l'avant-garde de ce site. Le ministre de l'EPSP, Maker Mangou, a pour sa part expliqué la particularité de ces nouveaux sites. C'est un site web entièrement consacré aux apprentissages et auto-évaluation des élèves, à la formation continuée et au renforcement des capacités des enseignants et autres opérateurs éducatifs. Ces sites interactifs permettent des échanges entre les élèves et leurs enseignants. Il a fallu 30 jours, expliquent les chefs du projet, pour que ce qui n'était qu'un rêve devienne une réalité. Essentiellement aux apprentissages. Et ce sont là les nouvelles applications. Non seulement il y a les branches, il y a les matières, il y a les questions, il y a les réponses à télécharger. Il y a des livres que l'élève peut consulter sur les sites, des résumés des livres. Et ces livres, non seulement il ne peut pas les télécharger, il peut avoir des références ou les acquérir. Les élèves devraient saisir cette opportunité pour moderniser leur apprentissage. Quant au ministère de l'EPSP, ils n'attendent pas s'arrêter là. Beaucoup d'autres innovations sont en chantier pour élever les niveaux de l'enseignement en RDC. Et en sport, les léopards de la RDC ont désormais leur visa pour la CAN 2013 en dépit de sa défaite dimanche à Malabo face aux Nzalang de la Guinée équatoriale sur le score de 2-1. Le 11 national a pu se qualifier après 3 éditions manquées. Je propose cette analyse de Aimé Katumba, chroniqueur sportif au journal Le Potentiel, interrogé par Christopher Kamanda. Je dirais que on a fait un match poussif parce que je pense qu'on a un peu dormi sur le résultat du match aller. On était très suffisant, trop suffisant même. On est parti là-bas avec la fleur au canon, pensant que ça serait facile, alors que du côté des Équato-Guinéens, ils nous attendaient les pieds fermes. Ils avaient besoin de faire un match pour leur honneur et puis peut-être rêver une qualification. On est passé. Par rapport à la phase finale, moi je crois que c'est déjà une satisfaction qu'on y soit arrivé. Pourquoi? Parce que je pense que c'était quand même difficile. Hein. On a passé trois années à la maison sans réussir à se qualifier. Je crois que déjà, se qualifier pour la phase finale, c'est positif. Bon, maintenant, on ne doit pas se mettre la pression. Hein. On ne doit pas se mettre la pression, y aller pour
apprendre le haut niveau africain, parce que ça fait quand même depuis 2006 qu'on a été à la phase finale de la CAN, et faire une meilleure prestation possible. Et à présent, Rosa Wazi va nous rejoindre pour lire la presse parue ce matin. Nous sommes le 15 octobre et le 14e sommet de la francophonie appartient désormais au passé. L'heure est à l'évaluation de ces assises, un exercice auquel se sont livrés les journaux parus ce lundi. Une chose est sûre, tous sont unanimes, c'est un pari gagné pour Joseph Kabila. Et c'est justement ça qui a constitué le gros titre du journal Les Phares. Ce journal relève que tous les chefs d'État et des gouvernements qui ont pris part au sommet n'ont pas tari d'éloges en l'endroit de Joseph Kabila, à son gouvernement et au peuple congolais pour l'accueil, la chaleur et les sens d'hospitalité qui leur ont été réservés tout au long de ces 2 jours de travail. Un bémol tout de même, c'est que selon ces tabloïds, le président français a pris ses distances vis-à-vis de Kinshasa par son ton et son gestuel. Même son de cloche dans l'avenir, qui ajoute que ce sommet va demeurer comme étant les fruits du courage qui n'a pas cédé face aux pessimistes et aux discours des mobilisateurs. Une satisfaction pour le président congolais Joseph Kabila, surtout que ce sommet a connu un grand consensus autour de toutes les questions abordées. Ce qui reste maintenant, c'est la mise en œuvre de toutes les résolutions prises. Au sujet de ce sommet, Ourou n'a trouvé mieux que de dire bravo Kabila. Belle victoire, une réussite pour la RDC, car le véritable enjeu de ces assises était qu'elles se tiennent ici en RDC en dépit des difficultés d'un pays en voie de développement et du conflit à la frontière Est. Ces sommets s'est clôturé sur la nécessité de réformer les conseils de sécurité des Nations Unies afin d'y donner aux pays africains la place qu'ils méritent, quoiqu'un désaccord sur le droit de l'homme entre Joseph Kabila et François Hollande était visible à l'œil nu. Avec ces sommets, Joseph Kabila a signé l'acte de décès de la France-Afrique, écrit Le Potentiel. Pour preuve, l'ambiance entre Joseph Kabila et François Hollande, aussi bien dans le bureau de travail du chef de l'État congolais qu'au palais du peuple, a été glaciale. Les 2 chefs d'État se sont regardés en champ défaillance. Fini l'époque où la France battait la mesure à laquelle tous les États africains devaient s'aligner dans ces colonnes. Le Potentiel relève divers signes pour étayer ces dires, entre autres agacement, incompatibilité d'humeur, désamour, etc., etc. Ambiance glaciale ou pas, Kabila a été honoré, reconnaît Africa News. Kabila a obtenu une double victoire diplomatique, la déclaration condamnant le Rwanda et les membres de chefs d'État qui ont répondu à son invitation. Quant aux observateurs, ceux-ci reconnaissent que les Congolais ont réussi à arracher la solidarité de la communauté francophone. François Hollande, auteur des déclarations polémiques, s'est particulièrement fait défenseur de la cause de la RD congolaise. Et pour terminer, la prospérité parle de 4 priorités de François Hollande. Priorité que le monde francophone se doit d'intégrer pour les temps présents et à venir. Premièrement, la francophonie doit être un espace qui multiplie les échanges. De 2, qu'il soit un outil au service du développement. De 3, qu'elle contribue au règlement de crise. Et enfin, qu'elle porte les valeurs de démocratie. Seulement, la grande question est de savoir si au sein de l'espace francophone, singulièrement au Congo-Kinshasa, toutes ces valeurs seront appliquées. Et c'est tout pour ce soir. Merci Rose pour cette revue de presse et c'est aussi la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.